Alors que la Russie continue de bombarder l'Ukraine, poursuivant son invasion de la nation dans le cadre de la conquête impitoyable du président Vladimir Poutine, de nombreux pays occidentaux continuent de se poser la question où Poutine pourrait-il frapper ensuite. Depuis longtemps, il y a une crainte persistante que la Russie puisse prendre d'autres mesures militaires ailleurs en Europe. Peut-être en ciblant les États baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie pour combler le fossé entre le corps principal de la Russie et son petit oblast de Kaliningrad, qui se situe entre la Pologne et la Lituanie. Pour contrer toute menace possible dans la région, les nations baltes ont renforcé leur défense. Mais ils ne sont pas les seuls. L'armée américaine a également récemment effectué des exercices très intéressants dans cette partie du monde, envoyant un message clair au Kremlin dans le processus. En effet, il y a seulement quelques jours, aux premières heures du matin, juste au moment où le soleil commençait à se lever, environ une douzaine de marines américains ont pris leur poste. Sur l'île suédoise de Gotland, située à moins de 200 miles de l'enclave russe de Kaliningrad. Ils ont ensuite effectué un test d'un système de roquettes mobiles, lançant des roquettes factices dans la mer Baltique. Il n'y a aucun doute là-dessus, le Kremlin observera cela et n'aimera pas ce qu'il voit. Ces derniers temps, avec la position quelque peu floue et contradictoire du président américain Donald Trump sur la guerre Russie-Ukraine, les pays à travers l'Europe ont été plongés dans un état de panique. Peur. Ce qui pourrait arriver si la présence militaire américaine sur le continent devait diminuer ou disparaître, et comment cela pourrait donner plus de pouvoir au Kremlin pour poursuivre et entreprendre d'autres invasions. Mais avec ces récents exercices près de Kaliningrad, l'armée américaine fait une déclaration claire. Elle ne va nulle part, et elle est prête à défendre le territoire de l'OTAN aux côtés de ses alliés européens. En effet, même après que Trump a précédemment parlé de réduire l'engagement militaire américain à l'étranger, les commandants américains sur le terrain, en Europe, restent clairement engagés dans la cause. Par exemple, le général de brigade Andrew Saslav, chef d'état-major adjoint des opérations pour l'armée américaine en Europe et en Afrique, a résumé ses pensées assez simplement. D'un point de vue de l'armée américaine, mes ordres n'ont pas changé. Il a également dit que je fais cela depuis trop longtemps, pour me concentrer excessivement sur les victoires politiques et les messages qui ne sont pas des ordres. Maintenant, les lancements de fusées d'essai dans la mer Baltique ne sont qu'une partie d'un exercice d'entraînement de plusieurs semaines. Surnommé Swift Response 25, dirigé par les États-Unis, et se déroulant du 11 mai au 31 mai, dans des lieux autour de la mer Baltique et dans l'extrême nord de l'Europe. Swift Response implique non seulement les troupes américaines, mais aussi celles de diverses autres nations, y compris la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Pologne. Tous effectuant une série de tests et d'exercices côte à côte. Au total, environ 25 000 soldats de 29 nations ont été impliqués. Un exercice, par exemple, impliquait des parachutistes américains effectuant un saut tactique en Lituanie, partageant le ciel avec des troupes de France, d'Allemagne, d'Italie et des Pays-Bas. Ces derniers jours ont également vu des forces polonaises et finlandaises effectuer des exercices de tir réels, des parachutistes polonais plongeant en Finlande, des parachutistes espagnols et américains effectuant un mélange d'opérations de tir réel et d'opérations aéroportées conjointes. Et la Lituanie, accueillant un exercice d'hôpital de campagne dans les conditions simulées les plus intenses, démontrant les capacités médicales de première ligne de l'OTAN en cas de guerre chimique, biologique, radiologique ou même nucléaire. La 82e division aéroportée de l'armée américaine, surnommée la division All-American et célèbre pour son efficacité et son habileté, a également fait partie de SWIFT Response 25, menant un important exercice d'assaut aéroporté. Et tout cela a été réalisé non seulement pour démontrer les pouvoirs et les capacités des forces de l'OTAN, mais aussi pour les préparer à un éventuel conflit futur dans la région. Bien sûr, cela a également l'avantage supplémentaire d'envoyer un sérieux avertissement aux observateurs russes. Cela montre que l'OTAN est prête, disposée et capable de se défendre, et ne reculera pas face à l'agression du Kremlin. De plus, Swift Response 25 n'est que le point de départ d'un exercice beaucoup plus grand dirigé par les États-Unis appelé Defender 25, dont le but ultime est de renforcer la position de l'OTAN, afin de dissuader toute action militaire possible contre l'Alliance, et de mettre en lumière ses capacités de déploiement rapide. Plusieurs vidéos des exercices d'entraînement ont été partagées en ligne, montrant certaines des activités intenses impliquées. Alors que les parachutistes déploient alors leurs parachutes dans les airs, les soldats tirent avec des fusils à travers un terrain enneigé. Des hélicoptères survolent la scène, et des groupes de troupes prennent des positions stratégiques, simulant des batailles réelles avec une précision incroyable.
Ces vidéos incluent également des commentaires de certains des commandants impliqués dans la réponse SWIFT, partageant plus de détails sur les objectifs et la nature de l'entraînement. Des commandants comme le colonel américain Tracy Michael à la tête du 68th Theater, Medical Command, United States Army, Europe et Afrique, qui a participé à la formation de l'hôpital de campagne. Swift Response 25 est vraiment la première partie de la série Defender que nous traversons. Et spécifiquement, dans cette partie de l'exercice, il y a 3 objectifs clés du point de vue du commandement médical du théâtre sur lesquels nous cherchons à nous concentrer. L'un est un exercice hospitalier qui nous permet de déployer un hôpital de campagne américain, de l'établir, puis d'intégrer des alliés et des partenaires à l'hôpital. En parallèle, il y a un exercice hospitalier, et cet exercice hospitalier implique la validation de cet hôpital de campagne spécifiquement selon les normes de l'OTAN. C'est très important, car lorsque nous envisageons de mener des opérations avec nos alliés et partenaires, nous devons nous assurer que nous sommes interopérables et que nous pouvons nous soutenir mutuellement dans une zone d'opération. Et enfin, le dernier objectif, c'est l'expérimentation. Nous utilisons des drones et les leçons que nous avons tirées de l'Ukraine et d'autres conflits pour intégrer cette capacité critique. Ainsi, les troupes américaines et autres de l'OTAN ne se contentent pas de suivre la routine habituelle des exercices d'entraînement ou de travailler avec des équipements et des tactiques qu'elles connaissent déjà. Ils utilisent également cette opportunité pour expérimenter de nouveaux matériels et stratégies de champ de bataille afin de peut-être découvrir des moyens plus efficaces de fonctionner. Surtout dans cette partie du monde, où les conditions sont souvent assez rudes, en raison du terrain accidenté et des conditions inhospitalières. Et l'idée de l'expérimentation remonte jusqu'au test de lancement de missiles original discuté au début de cette vidéo. Car c'était en fait la toute première fois que les systèmes de missiles High Mobility Artillery Rocket System et Multiple Launch Rocket System étaient testés dans la région. Cette partie particulière de Swift Response 25 impliquait des troupes américaines et britanniques, les premiers parachutistes britanniques effectuant un largage aérien juste au nord du seul aéroport commercial de Gotland, l'aéroport de Visby. Ils ont sécurisé la zone d'atterrissage afin que les avions américains transportant les lance-roquettes à longue portée puissent atterrir en toute sécurité. Les lanceurs ont ensuite été déployés et tirés dans la mer Baltique, bien qu'avec des munitions factices. La nature de l'exercice et la manière dont il a été mené étaient censés être extrêmement réalistes et refléter un conflit réel, montrant à quel point l'OTAN peut rapidement et efficacement non seulement mettre des bots sur le terrain, mais aussi des missiles dans l'air en réponse à toute menace perçue. Quant aux systèmes eux-mêmes, ils font partie des éléments les plus puissants de l'arsenal de l'OTAN. Le système High Mobility Artillery Rocket System peut tirer des roquettes guidées à lancement multiple, également connues sous le nom de Guided Multiple Launch Rocket System, qui ont une portée d'environ 72 km, ainsi que des missiles du système de missiles tactiques de l'armée, à longue portée, ou ATACMS, qui peuvent parcourir des distances de plus de 290 km, frappant des cibles à une distance considérable. Le système Multiple Launch Rocket System a également une portée impressionnante et a prouvé qu'il pouvait atteindre des cibles à environ 297 km de distance, avec la possibilité d'étendre encore sa portée à l'avenir. Les High Mobility Artillery Rocket System ont été fournis à l'Ukraine depuis les premières étapes de l'invasion et ont été extrêmement efficaces, donnant aux forces armées ukrainiennes un moyen de riposter contre la Russie, plutôt que de subir frappe après frappe sur leur propre sol. En juin 2024, par exemple, l'Ukraine a utilisé des High Mobility Artillery Rocket System fabriqués aux États-Unis pour frapper une batterie de défense aérienne russe près de la ville de Belgorod, à plus de 20 miles au nord de la frontière Ukraine-Russie. Mais pourquoi toute cette formation a-t-elle eu lieu à Gotland? Pourquoi était-il si important que les lancements de missiles soient testés sur une île aussi petite et apparemment insignifiante au large de la côte est de la Suède? Eh bien, c'est parce que Gotland est loin d'être insignifiant. D'un point de vue militaire, c'est l'un des bastions stratégiques les plus importants de l'OTAN et pourrait jouer un rôle crucial, voire déterminant, dans les futurs conflits dans la région de la Baltique. Ceci est dû à son emplacement privilégié au cœur de la mer Baltique, non loin des côtes de Kaliningrad, de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie. Stefan Lundqvist, président suédois du Ted Stevens Center for Arctic Security Studies en Alaska, résume ici la valeur de Gotland. Comme les positions stratégiques maritimes de la Russie en mer Baltique sont très faibles, tout conflit comprendra la Russie cherchant immédiatement à occuper des zones portuaires clés dans les pays baltes, la Finlande et la Pologne.
La position stratégique militaire clé de Gotland sera très probablement le théâtre d'action hostile dans la phase initiale du conflit. En effet, bien que l'avenir reste incertain, il est probable que Gotland se révélerait inestimable pour le côté qui le contrôlerait dans une possible guerre Russie contre l'OTAN. Si la Russie prenait le contrôle de Gotland, cela pourrait entraver considérablement les voies d'approvisionnement par mer et par air vers les nations baltes. Cela rendrait beaucoup plus facile pour la Russie d'envahir ensuite ces territoires sans avoir à se soucier de l'arrivée rapide des troupes et des armes de l'OTAN sur les lieux. Pendant ce temps, si l'OTAN maintient le contrôle de Gotland, elle peut l'utiliser pour contrôler le flux de fournitures vers la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie, renforcé par les capacités militaires des forces armées suédoises. Les troupes, les armes, les munitions, et plus encore pourraient tous être transportés là-bas par air ou par mer, avant de pousser en avant au besoin pour défendre les pays baltes. En effet, Gotland a historiquement été considéré comme une sorte de porte-avions insubmersible, la base parfaite pour les opérations militaires dans la région. Gotland a été démilitarisé en 2005 et est resté ainsi pendant plus d'une décennie. Cela s'était fait pour promouvoir un esprit de paix, de stabilité et de coopération dans la région. Mais l'agression russe en Crimée en 2014 a changé la donne, et en 2016, la Suède a décidé de réintroduire des troupes permanentes sur l'île. Elle a ensuite cherché à adhérer à l'OTAN, rejoignant l'Alliance le 7 mars 2024. De nos jours, Gotland est au cœur des campagnes de réarmement et de renforcement militaire de la Suède, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Comme l'a expliqué Mikael Berdian, le commandant suprême des forces armées suédoises, je suis sûr que Poutine a les deux yeux sur Gotland. L'objectif de Poutine est de prendre le contrôle de la mer Baltique. Si la Russie prend le contrôle et ferme la mer Baltique, cela aurait un impact énorme sur nos vies en Suède et dans tous les autres pays bordant la mer Baltique. Nous ne pouvons pas permettre cela. La mer Baltique ne doit pas devenir l'aire de jeu de Poutine, où il terrifie les membres de l'OTAN. Si Poutine envahit Gotland, il peut menacer les pays de l'OTAN depuis la mer. Ce serait la fin de la paix et de la stabilité dans les régions nordiques et baltes. Maintenant, en raison de ces craintes, la Suède ne laisse rien au hasard, car elle renforce sa position sur Gotland. Des centaines de conscrits militaires sont envoyés sur l'île chaque année, et sa force totale prévue en temps de guerre est d'environ 4500 soldats. De nombreux exercices militaires, tels que Swift Response 25, ont également été menés sur Gotland ces dernières années, et un plus large éventail de forces militaires se sont impliquées dans ces exercices. Depuis que la Suède a rejoint les rangs de l'OTAN, si les États-Unis et leurs alliés étaient capables de déployer des systèmes de missiles tels que High Mobility Artillery Rocket System et multiples Launch Rocket Systems dans des emplacements stratégiques clés à travers cette île, comme ils se sont récemment entraînés à le faire, ils pourraient théoriquement tirer sur des cibles clés à travers les pays baltes et même certaines parties de Kaliningrad. Cela donnerait à l'OTAN un énorme avantage tactique sur ses ennemis en termes de défense du territoire balte. De plus, alors que les opérations d'entraînement de défense se poursuivent, les États-Unis et les alliés de l'OTAN pourraient découvrir encore plus de moyens de prendre l'avantage sur la Russie, en utilisant l'avantage territorial à leur disposition pour étouffer toute menace potentielle du Kremlin. Tout cela devrait, du moins en théorie, dissuader la Russie de même penser à d'autres invasions au-delà de l'Ukraine. Et bien que la Russie soit clairement sous les projecteurs en ce moment, elle n'est pas le seul centre d'intérêt ici. Comme le résume le général Christopher Donoghue, commandant général de l'armée américaine, Europe et Afrique, il s'agit de dissuasion mondiale. Tout ce que nous démontrons avec nos alliés et partenaires, nous pouvons le reproduire à l'échelle mondiale. Defendez nous donne des répétitions critiques à grande échelle pour le théâtre, la logistique et la guerre. En d'autres termes, la Russie ne devrait pas être le seul pays à prêter attention à ce qui se passe sur Gotland et les zones environnantes. La Chine, et tout autre pays qui pourrait s'opposer à l'OTAN dans les années à venir, devrait également regarder de près. Témoigner de la puissance militaire combinée et sans doute insurmontable des nations occidentales de l'OTAN. Et réfléchissez à 2 fois avant toute invasion ou action militaire de quelque nature que ce soit contre un membre de l'Alliance. En effet, l'un des éléments les plus impressionnants qui a émergé de SWIFT Response 25 était à quel point toutes les forces armées des différentes nations ont bien travaillé ensemble, effectuant des sauts et des missions coordonnées en collaboration, travaillant côte à côte malgré leurs différents contextes nationaux et langues maternelles. C'est l'une des démonstrations les plus claires de la force combinée de l'OTAN, et beaucoup des exercices impliqués n'ont été rendus possibles que grâce à la collaboration. Les États-Unis, par exemple, ont fourni de grands avions de transport militaire comme le C-17 Globemaster III et le C-13 OJ Super Hercule, tandis que le Royaume-Uni a apporté l'Airbus A. 4000 Monsieur Atlas et d'autres nations ont fourni leurs propres véhicules, armes et équipements. C'est ça l'OTAN!
Travail d'équipe, unité, solidarité. Ligne après ligne de troupes formées, volontaires et capables de multiples nationalités, toutes déterminées à se battre pour une cause commune, à se défendre les unes les autres et à rester fermes face à l'agression. Et ce sont le genre d'avantages uniques que la Russie ne peut pas contrer. La Biélorussie est son allié le plus proche et le plus fiable, mais d'autres relations avec des nations du monde entier ont été fracturées depuis l'invasion de l'Ukraine. Donc, si la Russie décide un jour d'envahir les nations baltes ou ailleurs, elle pourrait être forcée de se tenir plus ou moins seule, se reposant uniquement sur ses propres forces et capacités pour réussir, avec des équipes entières de pays alliés se dressant sur son chemin. Un autre élément impressionnant des exercices Swift Response 25 était la manière dont les troupes impliquées se sont adaptées aux conditions difficiles dans lesquelles elles se trouvaient. Il y avait de la neige au sol, des températures basses pendant les jours et les nuits, et des paysages difficiles et inconnus dans lesquels les troupes devaient se déployer et se repérer. Pourtant, malgré les défis, les troupes ont trouvé un moyen. Comme l'a fièrement proclamé le lieutenant-colonel Anthony Ansley du corps des Marines des États-Unis, commandant du bataillon de logistique de combat 22. Cet environnement était difficile, mais les Marines étaient plus que préparés pour cela, car nous avons effectué une formation à la préparation opérationnelle avant d'arriver ici. Mais la neige, elle nous a certainement ralenti. Cela ne nous a cependant pas arrêtés. La pluie nous a certainement mouillés et a rendu nos uniformes un peu plus lourds, mais nous avons continué à avancer. Et je peux vous dire que les impacts sur nos armes avec l'entretien, cela nous a mis au défi de réfléchir. Comment entretenons-nous les choses dans ce type d'environnement auquel nous ne sommes pas habitués? Mais nous avons continué à nous battre et à nous accrocher. C'est important car tout conflit potentiel avec la Russie aura probablement lieu sur un terrain difficile et dans des conditions difficiles. Dans des régions comme la Finlande ou l'Estonie, qui connaissent de grandes quantités de neige et des températures froides, par exemple, les forces russes sont parfaitement habituées à opérer dans ce genre de conditions, tout comme certaines forces des membres de l'OTAN, mais pas toutes. Des opérations comme Swift Response 25 permettent aux troupes habituées à travailler dans des endroits plus chauds ou plus ensoleillés de se familiariser davantage avec ce type de terrain et de climat. Ainsi, si et quand un conflit éclate, ils seront prêts. Et c'est pourquoi des exercices d'entraînement comme celui-ci sont si précieux pour l'OTAN et la sécurité future de l'ordre mondial. Il est également extrêmement important que des pays comme la Finlande et la Suède aient rejoint l'Alliance, élargissant le territoire de l'OTAN et créant un blocus beaucoup plus fort entre la Russie et l'Occident. Christian Atland, chercheur principal de l'établissement norvégien de recherche sur la défense, qui aide à informer et à conseiller les forces armées de Norvège, le résume. Maintenant que la Finlande et la Suède sont devenues de bons membres de l'OTAN, nous avons un territoire continu de l'OTAN, au nord du cercle arctique. L'élargissement de l'OTAN aux pays nordiques a également facilité le transfert de renforts de l'OTAN vers les États baltes en cas de crise militaire ou de conflit dans cette région. En bref, l'ajout de la Suède et de la Finlande représente un grand avantage pour l'OTAN, ouvrant de nouvelles opportunités pour la formation, la préparation et la défense. Mais l'OTAN doit agir rapidement pour tirer le meilleur parti de ces opportunités, afin de sécuriser ses avantages tactiques et de découvrir les meilleures façons d'utiliser les nouvelles terres à sa disposition pour renforcer ses frontières. Il n'est donc pas surprenant que Swift Response 25 ne soit pas la première fois qu'un grand exercice militaire a lieu sur Gotland. En 2024, 20 alliés de l'OTAN, y compris les États-Unis, la Suède et la Pologne, ont participé à Baltop 2024, un exercice d'entraînement maritime axé sur la préparation à défendre et à dissuader toute action militaire ou provocation dans la mer Baltique. Il a impliqué plus de 50 navires, environ 85 avions et environ 9000 soldats. Et c'était la première fois que la Suède a pu participer à l'entraînement en tant que membre à part entière de l'OTAN. Baltic Operations 24 a également impliqué la plus grande coalition assemblée de forces amphibies dans les Hauts-Baltes, ainsi que la plus grande coalition jamais constituée de forces de lutte contre les mines au sein de l'OTAN. C'était un autre grand signe de l'engagement de l'OTAN à consacrer le temps, l'effort, les ressources et les investissements nécessaires pour repousser l'agression russe et démontrer à quel point elle est prête à défendre cette zone. En d'autres termes, si Poutine envisage vraiment de cibler les nations baltes, il pourrait vouloir y réfléchir à 2 fois. Maintenant, quelles sont vos pensées à ce sujet? Le Kremlin devrait-il être préoccupé par les États-Unis et ses alliés qui testent des missiles dans la mer Baltique? Cela suffira-t-il à dissuader de nouvelles invasions russes? Ou Poutine pourrait-il avoir quelque chose de plus sinistre dans sa manche? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.
Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de nouvelles et d'informations à jour sur les conflits émergents et en cours à travers le monde.